Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Connect Live 54 de la Tribune Afrique. Soyez les bienvenus. Le débat du jour va porter sur l'e-gov en Afrique, l'e-gov ou e-gouvernance, qui se définit comme l'utilisation des technologies de l'information par les administrations publiques pour rendre les services publics plus accessibles aux citoyens, mais qui, comme nous allons le voir avec nos invités, ne se résume pas à l'ajout d'Internet au gouvernement traditionnel, mais qui est un processus de changement radical de la manière dont l'État travaille et gère sa relation avec ses administrés. C'est un sujet crucial pour le développement qui est au cœur de la transformation digitale du continent, dont nous allons débattre avec nos prestigieux invités, Madame Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale du Togo. Bonjour Madame Chen, ravie d'être là aujourd'hui. Soyez la bienvenue. J'accueille également Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. Bonjour Madame Chen. Bonjour Monsieur. Bienvenue, ainsi que donc Adnan Ben Alima, vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame Chen, je suis très ravi d'être avec vous et surtout avec ce très beau panel. Merci beaucoup. Et enfin donc Ouda Chakiri, professeur en informatique à l'école des sciences de l'ingénierie à l'université de Al-Akhawan, j'espère que j'ai bien prononcé, et qui est également donc fondatrice d'Enhance Technology. Bonjour madame. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et c'est vrai, vous l'avez bien prononcé. Je suis ravie, merci et bienvenue à tous. Tout de suite, on fait tout d'abord un point rapide de la situation donc, de l'e-gov et de ses enjeux sur le continent avec Mounir El-Figuigui, rédacteur en chef de la Tribune Afrique. Merci Delphine. Alors, donc pour répondre à ta question, les enjeux de l'e-gov portent globalement sur plusieurs dimensions. Et j'en citerai quelques-unes. Alors d'abord, les exigences quantitatives et qualitatives des citoyens deviennent de plus en plus importantes vis-à-vis de l'administration. Autre enjeu, celui de réduire la fracture numérique entre les territoires. En Afrique centrale, par exemple, seulement 5% des villes intermédiaires se trouvent dans un rayon de 10 km du réseau de fibre optique à haut débit, alors qu'en Afrique de l'Ouest, elles sont de 20% dans ce cas. Alors, il y a aussi l'enjeu de la bonne gouvernance, puisqu'on remarque un accroissement des exigences en termes de transparence publique et de participation citoyenne. À titre d'exemple, le Conseil des ministres togolais a adopté le mois dernier un décret portant sur la numérisation des moyens de paiement dans l'administration publique. Alors, ces décisions visent, et peut-être que Madame la ministre y reviendra lors du débat, à promouvoir l'utilisation des moyens numériques de paiement, notamment dans les transactions financières de l'État, afin d'améliorer la bancarisation et l'inclusion financière, ainsi que la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. J'ajouterai aussi qu'en termes budgétaires, l'e-gov reste un puissant levier d'optimisation des coûts pour les États. Donc, le développement des technologies offre aujourd'hui de nouvelles possibilités pour transformer le fonctionnement de l'administration publique. Il permet d'améliorer la qualité des services publics, il simplifie la vie des citoyens, des entreprises, des agents de l'État et également renforce la transparence publique. L'accélération de ce grand chantier d'e-gov sur le continent reste toutefois liée à la disponibilité des infrastructures numériques, au capital humain et au cadre légal et institutionnel. Merci Delphine. Très bien, merci beaucoup Mounir. On le voit, c'est un sujet crucial à l'échelle du continent. Il y a beaucoup de points à voir ensemble, mais je voudrais revenir d'abord sur une question d'actualité qui est celle de la pandémie, puisque comme on sait, il y a eu une formidable accélération du numérique sur le continent dans le cadre donc de la gestion de la crise pandémique. Et justement, qu'est-ce que cela donne en termes d'e-gov ? Et puis, bien sûr, en quoi justement cette e-gouvernance peut-elle aider les États africains à relever leurs défis économiques et sociaux ? Je me tourne tout de suite vers Madame la Ministre. Madame la Ministre, vous êtes une figure emblématique du boom numérique sur le continent, avec un lancement dès 2017 d'un projet phare d'e-gov très ambitieux. Quelle est votre vision justement de cette accélération digitale à l'ère de la pandémie ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie ?
Il faut savoir que le gouvernement togolais a placé la digitalisation vraiment au cœur de notre stratégie de développement. Et au-delà de la question de e-gouv, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas développer le Togo, on ne pouvait pas inclure tous les territoires, on ne pouvait pas inclure toutes les catégories de la population si on ne digitalisait pas massivement. Et la pandémie, au moment de la pandémie, en fait, on a connu une accélération d'un certain nombre d'initiatives qu'on avait voulu prendre dans le passé et qu'on n'avait pas pu prendre. La pandémie a servi vraiment d'accélérateur en matière de digitalisation. Je vais vous donner quelques exemples. La première chose, c'est que nous avons mis sur pied un programme de transfert monétaire pour soutenir les populations vulnérables qui étaient affectées par les mesures barrières. Et c'est un programme de transfert monétaire que nous avons conçu sur une plateforme entièrement digitale de l'enrôlement à l'octroi des fonds. Et on a eu plus de 1,6 million de Togolais, soit 44% de tous les adultes du Togo qui se sont inscrits sur cette plateforme, et plus de 22% des adultes au Togo ont été bénéficiaires. On a distribué 23 millions de dollars par le biais d'une plateforme qui était entièrement digitalisée. Donc, il y a eu ça. On a aussi pu digitaliser l'entrée et la sortie sur le territoire. Il y a plus de formulaire. Le formulaire d'immigration est maintenant fait totalement en ligne. On vient de dérouler et on est en train de dérouler tout le programme de vaccination. L'enrôlement sur la plateforme de vaccination se fait à la fois en ligne et puis pour ceux qui n'ont pas forcément un accès à Internet fluide, on le fait par un code USSD gratuit étoile 844 dièse. Donc vraiment le gouvernement, parce que lorsqu'on parle de e-gouvernement, parfois on a l'impression que c'est l'administration qui parle à l'administration. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'inclure, encore une fois, toutes les catégories de population. Il s'agit de résoudre des problèmes qu'on a déjà identifiés. Par exemple, partout sur le continent, il y a des problèmes, on n'a pas suffisamment de professeurs. Eh bien, on sait aussi qu'à court terme, recruter tout ce monde-là sera compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On ne va pas répondre en disant, ben voilà, je vais avoir un programme ambitieux de recrutement de dizaines de milliers de professeurs. On dit, en fait, on a un autre moyen de régler ce problème, c'est en apportant une solution digitale à un problème qui est clairement identifié et qu'on ne veut pas revivre, parce qu'on a vu, par exemple, au moment de la pandémie, les écoles ont fermé. Et là, on s'est rendu compte de la problématique digitale en disant, aujourd'hui, nous, en sortant de 2020-2021, notre objectif, c'est de connecter toutes les écoles, parce qu'on sait ce que c'est que de ne pas connecter une école, notamment lorsqu'on fait face à une pandémie. Très bien, c'est exactement ce que je soulignais tout à l'heure en disant, et vous l'illustrez, qu'en fait, c'est pas juste le fait de soit le gouvernement qui parle au gouvernement, soit le fait de passer au digital quelque chose qui serait traditionnel, mais au contraire un changement radical dans la manière dont l'État conçoit même son rôle et son lien avec les administrés. On y reviendra tout à l'heure parce que vous avez pris beaucoup de mesures et vous êtes très en avance au Togo. Je me tourne tout de suite vers Lassina Koné. Donc vous êtes directeur général de Smart Africa, qui, je rappelle, est une alliance coordonnée par l'Union africaine pour la promotion et l'harmonisation des réglementations du secteur numérique sur le continent. Vous, monsieur Lassina Koné, quelle est votre vision? En quoi l'e-gov peut-il vraiment aider les Africains à relever leurs défis économiques et sociaux? Et comment, justement, ça permettrait ce changement radical? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce panel. Au fait, il y a d'abord la transformation numérique digitale, comme on le sait, et puis pendant ces périodes de pandémie, qu'est-ce que vraiment e-gov a apporté? Au fait, e-gov, ce n'est autre chose que le service que le gouvernement fournit aux citoyens. Il s'agit de transformer ça, mais non seulement ça, il y a le e-gouvernement et il y a le e-gouvernance. Le e-gouvernement, on parle précisément des services étatiques dont le service public, le gouvernement public donne à la population. Et quand on parle d'e-gouvernance, donc c'est l'ensemble qui contient certainement les 5 piliers de l'économie numérique, le schéma directeur de l'économie numérique, notamment je parle de gouvernement intelligent, je parle de l'entreprise intelligente, ça veut dire connectée, je parle de l'infrastructure et je parle de l'innovation, entrepreneuriat, accès sur l'innovation
Et dernièrement, je parle de, bien sûr, renforcement des capacités au niveau des startups. Donc, c'est très, très important. Et nous avons vu depuis la pandémie, ça fait pratiquement 1 an, que vraiment les gouvernements au niveau de l'Afrique, du continent africain, qui ont beaucoup résisté surtout à l'impact de Covid, la plupart d'eux, c'est des gouvernements qui ont embrassé, l'économie numérique très tôt, c'est-à-dire qu'ils ont développé les services à la population qui sont numériques. Ce qui fait que la distanciation, le respect des mesures barrières, tout ça, sont naturellement respectés. Aujourd'hui, je ne pense pas du tout que sans la digitalisation, un pays peut s'en sortir, surtout pendant cette période de pandémie. On a vu les résultats. Hein. On a vu aussi une accélération fantastique au niveau des pays africains, notamment je parle du Togo, je parle de Bénin, je parle de Rwanda, Kenya, ainsi de suite. Hein. Alors, sans la digitalisation, alors je me poserai la question, comment est-ce que vraiment on allait survivre? Très bien, merci. Vous avez bien fait la distinction entre d'un côté finalement l'e-gov au sens justement des services publics et l'e-gouvernance. Je pense que c'était important de le souligner. Je me tourne maintenant donc vers Adnan Ben Alima. Je le disais, vous êtes vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa. Huawei est évidemment un acteur majeur des infrastructures numériques sur le continent et à ce titre, vous êtes au cœur de l'action en Afrique. Est-ce que justement, vous constatez une véritable accélération de la digitalisation en matière de services publics sur le continent depuis le début de la pandémie et quel est votre regard là-dessus? Merci beaucoup, Madame Chen, pour l'invitation encore une fois. Alors, par rapport à votre question, en fait, je tiens à préciser, à mettre dans le e-gov dans un contexte plus général, parce qu'on parle en ce moment d'économie digitale. Donc, j'aimerais bien qu'on parle d'un écosystème global dans lequel le digital joue un rôle très important. Bien sûr, la composante e-gov ou la digitalisation des services publics est un pilier majeur pour pouvoir développer les économies numériques. Les économies numériques, maintenant, c'est la nouvelle façon de transformer les différents secteurs de l'économie. Ça se passe à des rythmes un petit peu différents d'un pays à un autre, mais on peut voir que les économies, l'économie numérique maintenant, elle est en train de prendre beaucoup d'ampleur et son rythme de croissance, il est 6 fois supérieur à l'économie traditionnelle. D'accord? Donc ça, c'est de façon générale. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc les services e-gov, c'est un prérequis, c'est un pilier de cette transformation-là parce que, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'interactions entre les différents secteurs de l'économie avec les administrations publiques, etc. Bien sûr, aussi avec les services qui sont fournis aux citoyens. Donc, nous, de façon générale, on voit les choses évoluer en Afrique. Bien sûr, comme le constat, il est différent d'un pays à un autre. Et je salue énormément les efforts que Madame Sina fait au Togo. Je suis même impressionné. Il y a d'autres pays aussi qui sont bien avancés. Et cette histoire de Covid a vraiment accéléré les choses. Mais je dirais que c'est une tendance déjà qui est déjà amorcée. Et on a vu un effet accélérateur avec ce Covid. Donc, il y a différents pays. Je citerai par exemple la Tunisie, ou certains projets d'identifiant unique qui traînaient depuis des années, j'ose dire, d'accord, qui ont avancé en quelques semaines ou en quelques mois, d'accord, grâce ou à cause du Covid. Mais de façon générale, on voit les choses bouger. Et je rejoins Monsieur Lassina Koné, dans une phrase qu'il a mentionnée, je ne vois pas comment on peut survivre sans digital. Parce que sans digital, on sera complètement isolé, on peut plus ni fonctionner normalement dans le monde d'entreprise, ni dans la société. Dans ce contexte-là, bien sûr. Donc, on voit les choses évoluer, le rythme il est différent d'un pays à un autre, mais pour nous, on constate aussi qu'il y a pas mal de prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir assurer un rythme soutenu de ce processus-là. Je parlerai toujours d'infrastructure. L'infrastructure, c'est pas que la connectivité, parce que la connectivité, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Donc, il y a l'électrification, l'accès à l'électricité, qui est différent d'un pays à un autre. Il y a aussi tout ce qui est device d'accessibilité aux technologies, mais aussi, à part l'infrastructure de connectivité, il y a aussi l'infrastructure de ce qu'on appelle les centres de données et les clouds. Parce qu'en fin de compte, ça sera le cœur battant même du gouvernement, parce que à certains moments, pour pouvoir fournir donc des services
aux citoyens, il faut connaître les citoyens, il faut les identifier et il faut avoir des informations croisées entre les informations reliées à la santé, à la fiscalité, aux finances, les aspects administratifs, etc. Donc, il y a pas mal de travail qui doit être fait dans ce sens-là. Encore une fois, la tendance, elle est bonne, mais le rythme n'est pas le même d'un pays à un autre. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui restent à faire sur la partie infra, que ce soit cloud ou connectivité, mais aussi dans le cadre législatif. Et encore une fois, je salue l'initiative du Togo, puisqu'il y a une impulsion politique de mettre le digital comme priorité pour la transformation du pays. Donc, c'est ça ce qu'il faut, parce que il y a, à part l'aspect technique de la chose, vous savez qu'avec les êtres humains, il y a toujours une résistance au changement, parce qu'on est toujours dans une zone de confort, et dès qu'on parle de transformation ou bien de changement avec le digital, il y a pas mal de résistance par rapport au changement, et il faudra vraiment avoir un bon support politique, un bon appui et une bonne impulsion politique pour que les choses bougent plus rapidement. Très bien, merci. Effectivement, on a vraiment conscience, et on va y revenir, que la question des infrastructures, telles que vous l'avez décrit, est évidemment un point critique, tout comme la volonté politique, comme on vient de voir avec Madame la Ministre. Et là, je me tourne vers Madame Houda Chakiri. Donc vous-même, depuis 2005, vous avez monté Enhance Technologies et vous avez travaillé donc sur des projets de digitalisation pour le compte d'institutions territoriales, en particulier en matière d'état civil. Et on va voir que la question de l'état civil, de l'identification numérique est vraiment un des points cruciaux. Donc Madame Chakiri, est-ce que vous pourriez donc nous faire part un peu de votre expérience, notamment sur les services de l'état civil, l'importance que ça représente et quels sont les grands défis auxquels vous avez été confrontés dans le cadre de vos missions? Juste pour vous raconter l'histoire, et ça peut montrer l'importance de la collaboration recherche et développement et gouvernement. Le projet a été lancé dans le cadre d'un projet de recherche R&D entre l'université Al-Akhawaïn et la municipalité de Fès. Ça a démarré dans une ville dans laquelle on a voulu informatiser le processus de l'inscription à l'état civil à travers la digitalisation des registres d'état civil. On a démarré ça en 2005. Le projet a bien réussi en ayant obtenu plusieurs prix à l'échelle nationale, africaine et internationale, notamment par les Nations Unies. Sachant que ça a pris, par exemple, notre société, quand elle a démarré en 2005 et jusqu'à 2018, on a pu digitaliser presque 5 millions de registres, 5 millions de registres de citoyens. Étant donné que le Maroc contient actuellement 46 millions de citoyens, c'est-à-dire on n'a pas pu digitaliser plus que 10% de la population, digitaliser les informations par rapport à 10% de la digitalisation. Il faut dire aussi que quand on a démarré, on croyait que les bases de données digitales existaient déjà et qu'on allait juste offrir une vitrine pour les citoyens pour pouvoir accélérer le processus de demande et d'accès aux services locaux. Ce n'était pas le cas et justement, ça représente un frein majeur de toute digitalisation ou prétention à une digitalisation uniforme que ce soit dans le pays ou dans le continent. C'est-à-dire la digitalisation de la donnée elle-même, l'accès aux données, à la donnée elle-même, pour pouvoir, la constitution de ce qu'on appelle un registre national constitue un enjeu majeur et je crois que c'est le cas de tous les pays africains. Ceci dit, le Maroc a établi une stratégie en 2013, une stratégie digitale en 2013, puis une stratégie digitale pour 2020, incluant l'état civil et la digitalisation des registres des citoyens comme étant le point focal de tout passage ou offre de services aux citoyens. Et justement, le registre national actuellement au Maroc est en train d'être digitalisé et élaboré surtout principalement dans 4 villes, grandes villes du Maroc, agglomérations du Maroc, notamment Casablanca,
Rabat, le Grand Casablanca, le Rabat et Kenitra. Les enjeux, c'était principalement de passer du papier, des données écrites à la main sur un papier, à une base de données cohérente et contenant des informations sur les citoyens qui peuvent par la suite nous donner des analyses et pouvoir servir comme support pour accéder à tous les services en ligne. Très bien, merci beaucoup. Donc on voit vraiment que vous êtes une pionnière sur cette question effectivement de l'état civil et la question donc justement, je voudrais donc faire réagir Madame la Ministre puisque l'identification numérique est aussi un élément clé de la stratégie du Togo. Pourquoi est-ce que justement finalement on a vu avec Madame Chakiri, dès 2005, elle a pensé qu'il fallait commencer justement par cette notion d'état civil. Vous-même donc vous menez ce projet e-ID. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument, oui. Donc, notre projet d'identification biométrique va consister donc à identifier toute la population à partir de l'âge de 5 ans, collecter les données biométriques et donner un numéro d'immatriculation unique. Lorsque nous avons fait, par exemple, le projet de transfert monétaire Novici, afin de s'assurer de l'unicité et de l'identité des bénéficiaires, on a dû utiliser la carte d'électeur qui était la carte la plus à jour biométrique que nous avions à disposition. Et effectivement, la carte d'électeur, c'est une carte qui concerne les personnes qui ont 18 ans et plus. Et vous savez bien qu'en matière, par exemple, de programmes sociaux, on a besoin aussi d'avoir d'identifier toutes sortes de personnes et notamment des personnes mineures, etc. Donc, depuis des années, en fait, on voulait monter un projet d'identification et c'est vrai que longtemps, notre réflexion a été autour de l'état civil, autour d'un modèle européen d'identification, justement en passant par l'état civil. Et puis, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce qui était adapté à notre géographie parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'état civil, pas d'acte de naissance, etc. Et encore une fois, dans cette démarche d'inclusion, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on est parti plus loin. On a regardé des modèles qui ont fonctionné en Asie, notamment en Inde, d'identification. Et on s'est dit qu'on allait, adopter un modèle plutôt asiatique d'identification biométrique. Et donc, à partir du mois d'octobre de cette année, nous avons reçu un appui de la Banque mondiale pour ce programme d'identification qui va être très ambitieux, puisque nous voulons en 6 mois identifier la majorité des Togolais et leur donner un numéro d'immatriculation unique qui va servir de fondement, de point de départ en fait à la dématérialisation de toute l'administration. Parce que dès lors que vous donnez un numéro d'immatriculation unique, l'administration, pour identifier les citoyens, devra utiliser ce numéro d'immatriculation unique et ça veut dire que les formulaires de l'administration vont changer. On ne va pas changer en réimprimant du papier. Et on veut passer justement à la dématérialisation de cette manière. C'est un exemple concret de pourquoi c'est important d'avoir des politiques qui ont une visée de transformation justement digitale lorsqu'on en parle de transformation digitale de l'administration. Mais au-delà de ça, c'est important en matière de KYC. Si vous voulez bancariser les populations, vous avez besoin de les avoir identifiées. Donc, c'est vraiment le fondement de toute l'économie. En fait, le point de départ, c'est l'identification biométrique. Très bien. Donc ça, c'est le point de départ. Mais pour que nos internautes comprennent bien, dites-nous en une phrase, quelle est la différence sur cette notion d'état civil, telle qu'effectivement, on la connaît historiquement en Europe et dans lequel, finalement, vous proposez un genre de saut technologique, comme ça a été fait en Asie, et justement, l'identification numérique dont vous parlez. Est-ce que vous pourriez juste expliquer pour qu'on comprenne bien ? En fait, l'état civil, c'est par exemple l'acte de naissance et beaucoup de l'acte de naissance, les actes de mariage, de décès et beaucoup de programmes dans le monde, en fait, lorsqu'il s'agit d'identifier les individus, identifient des citoyens. Et la loi définit la citoyenneté en disant vous devez apporter une preuve de citoyenneté. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance, dans un schéma où vous devez identifier un citoyen, il ne peut pas apporter sa preuve de citoyenneté. Donc, lorsque vous déroulez un programme d'identification et que vous suivez
des règles liées à l'état civil, en fait, vous ne pouvez pas identifier toute une catégorie de population qui n'a pas cet état civil. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se dit, et en Afrique, tout le continent a été très inventif par rapport à ces situations-là, qui sont des situations réelles et majoritaires en milieu rural, en disant, on va pouvoir identifier des gens sur la base de témoignages, sur la base de jugements supplétifs. Donc, ces documents d'état civil qui normalement sont donnés à la naissance comme l'acte de naissance, la personne n'en ayant pas, il faut trouver un autre moyen pour attester de son identité, et souvent la communauté peut attester de son identité. Mais cette identification est faite sans devoir modifier, par exemple, la loi sur la citoyenneté, la loi sur la nationalité. Donc, on sépare les deux problématiques, la problématique de la citoyenneté et la problématique d'attribuer une identité et un numéro d'immatriculation unique à un individu qui est reconnu par sa communauté et qui apporte d'autres pièces non liées à la citoyenneté, par exemple, pour attester de son identité. Très bien. Donc, en fait, c'est une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins dogmatique et qui permet derrière de dérouler, comme vous le disiez, c'est le service. En fait, c'est le point de départ pour tout le développement des services publics. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le plus important quand même au départ, c'est la question des infrastructures. Donc, je voudrais me retourner à nouveau vers Hanan Benalnima. Vous, et bien évidemment, c'est votre spécialité. Est-ce que vous avez un peu détaillé tout à l'heure, mais rapidement, la question du niveau d'infrastructure et des différents niveaux. Est-ce que vous pourriez préciser ça et nous dire ensuite, au-delà des infrastructures, selon vous, quel est le levier majeur ou en tout cas, le frein majeur à lever pour pouvoir accélérer, au-delà de la notion des infrastructures? Alors, je reviens déjà en primo par rapport à la question d'infrastructure. Donc, c'est un prérequis nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Parce que l'infrastructure, c'est quelque chose, bien sûr, on ne peut pas parler de digital sans parler d'infrastructure. Et encore une fois, l'infrastructure, c'est pas juste la connectivité, c'est toute la chaîne de bout en bout pour gérer la centralisation des informations, que ce soit identification unique, état civil, etc. D'accord? Ensuite, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il faut changer les mentalités. Ça veut dire, parce que la technologie, elle vient bouleverser un petit peu un schéma de fonctionnement qui existe depuis un petit moment. Donc, pour pouvoir assurer cette transition-là, il faudra penser à recycler donc des fonctionnaires, à être capable de travailler avec ces systèmes-là, d'accord? Il faut aussi penser à avoir des systèmes qui sont avec des interfaces utilisateurs friendly, c'est-à-dire que ça ne doit pas être compliqué parce que sinon ça va être aussi un frein. Ça ne sera pas un accélérateur, mais aussi un frein, que ce soit pour l'usager ou pour le fonctionnaire pour fournir ce service-là. D'accord? Et après, pour booster un petit peu cette transformation, comme je disais tout à l'heure, donc il faudra une impulsion politique pour légiférer et en quelque sorte, si j'utilise un mot un petit peu fort, mais forcer les gens à utiliser le digital, donc à travers des textes de loi ou à travers des initiatives bien claires. Donc il y a vraiment, à mon sens, je pense que le plus gros frein de cette transformation digitale au niveau du gouvernement, à part l'aspect infrastructure dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est les mentalités qu'il faut changer. Il faudra donc booster un petit peu l'usage de ces technologies-là, et aussi avec des textes de loi, bien sûr, le gouvernement il a ça en main pour pouvoir mettre en place tous ces process. Ensuite, si je reviens un petit peu à la question d'infrastructure, parce que les infrastructures, de façon générale, dans les pays, elles sont gérées à travers les opérateurs. Donc, les opérateurs, bien sûr, ils sont là pour fournir un service qui doit être commercialement rentable. Sauf que dans certains cas, il l'est pas, et du coup, c'est aussi le rôle de l'État de prendre en charge ces cas d'usage. Là où le service télécommunication n'est pas rentable pour les opérateurs, donc on parle de service universel. Donc, il y a cette composante aussi qui est très importante, qui doit être développée par les États, c'est fournir un service universel à tous les citoyens qui n'est pas forcément desservi par les opérateurs en place. Donc, c'est pour ça que je dis que le rôle de l'État, il est très important, que ce soit de point de vue réglementaire pour booster l'usage des technologies ou aussi pour assurer l'équité des chances
pour que tout le monde ait accès à ces services-là à travers une bonne connectivité qui aurait permise un petit peu partout et à tout moment. Nous, en tant que Huawei, notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de fournir des solutions adaptées et customisées, d'accord, dans différents scénarios. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue avec des solutions. On fournit plusieurs types de technologies qui peuvent être fixes, mobiles. On peut aussi fournir des technologies qui peuvent s'adapter à des environnements où il n'y a pas forcément d'électrification, il n'y a pas de fibre à côté pour la transmission, etc. Donc, du coup, nous, notre rôle, c'est de s'adapter à tous ces scénarios-là pour pouvoir aussi donner un coup de main aux États pour vulgariser l'usage de la technologie. Dernier point aussi, je pense qu'il peut être un challenge pour la transformation digitale au niveau des gouvernements, c'est aussi la capacity building, c'est les ressources humaines capables de travailler sur des systèmes technologiques au niveau du gouvernement, mais pas que ça, parce que il faut aussi des startups, des PME locales pour développer les cas d'usage, parce que le service public il passe à travers plusieurs secteurs. Et à part la couche infrastructure, il y a la couche applicative pour pouvoir fournir le service. Donc, du coup, il faudra avoir des sociétés de préférence locale qui peuvent assurer de fournir ce genre de service. Donc, de façon générale, nous, on pense que dynamiser l'écosystème des compétences pourra vraiment être un bon levier pour accélérer la transformation digitale. Et c'est pour ça que aussi Huawei fait beaucoup d'efforts pour dynamiser cet écosystème à travers des programmes éducatifs, donc divers et variés. On a plusieurs programmes qu'on développe avec les universités, avec les gouvernements, etc. Ok, très bien. On voit effectivement que cette question effectivement d'une approche partenariale entre les différents acteurs est très importante et je sais que ça tient à cœur donc à la Synacone. Mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur les infrastructures. La Synacone, vous avez lancé 5 grands projets panafricains qui devraient reconfigurer le paysage numérique des 35 pays membres de l'Alliance. En quoi ces projets favorisent l'émergence de l'e-gov d'un côté et plus particulièrement le fait de développer les infrastructures, puisque comme on vient de le dire, bien sûr il y a la volonté politique qui est importante, mais il y a la question des infrastructures. Donc je voulais vous entendre sur cette question des infrastructures. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Au fait, il faut comprendre que la thématique, la logique de Smart Africa, c'est connecter, innover et transformer. On ne peut pas transformer sans innover. On ne peut pas innover sans l'infrastructure. Dans les 5 projets qui ont été accordés au niveau lors du Conseil des chefs d'État passé, il s'agit le premier projet, c'est Internet Affordability, c'est l'abordabilité de l'Internet. Pourquoi? Parce que l'Internet est trop cher en Afrique, ça fait un. Mais comment est-ce qu'il faut l'aborder? Nous avons lancé une étude l'année passée, Smart Africa, et on a trouvé que en se regroupant ensemble en membres des pays de Smart Africa et faire des achats en vrac, comme on le dit, et pour des longues périodes de 15 ans et 20 ans, on a trouvé que les pays enclavés allaient bénéficier de pratiquement 50% de réductions. Non, 100% de réductions et les pays comment on appelle ça, les pays littoraux pourront bénéficier minimum de 50% du coût de l'Internet et qui coûte beaucoup. Ça, je parle bien du coût au niveau des câbles sous-marins. Ça, c'était le projet de affordability, qui est abordabilité du projet. Et pourquoi? Je rebonds un peu vers l'infrastructure que M. Adnan vient d'évoquer. Au fait, quand on regarde la grande photo, on a 36% de l'Afrique, de la population africaine qui est connectée et on a à peu près 35% qui sont dans un fossé qu'on appelle la fossé d'adoption, usage gap, et puis on a à peu près 29% qui ne sont pas du tout couverts, qui n'ont pas de connectivité. Je vais me focaliser pas sur la partie 36% qui sont connectés, je me focalise sur les 35%. Au fait, les 35%, après des études que nous avons lancées, nous avons trouvé que les 35%, il y a la couverture de la connectivité, mais l'Internet n'est pas utilisé. Pourquoi? Un, peut-être que les devices, les outils d'accès ne sont pas disponibles. Deux, il y a la capacité, capacity building, la formation pour que les gens sachent et le contenu, lack of content. 3, et puis il y a le prix qui est très, très élevé.
Et quatrièmement, c'est la sécurité qui est la cybersécurité. Donc, l'Afrique a une opportunité d'ici 2025 et alors attaquer ce qu'on appelle les low-hanging fruits, les 35% qui vont s'ajouter à 36%, nous pourrons bien sûr avoir en 2025 71% de la population africaine qui est connectée. Si on se focalise sur le prix, l'abordabilité et le local content, le contenu. Troisièmement, on se focalise aussi sur la capacity building, la formation pour les gens, le développement des applications et les enseigner, tout ça. Et quatrièmement, qui est la sécurité. Ça, c'est au niveau du premier projet. Pourquoi abordabilité du prix de l'Internet? Deuxième projet, c'est le projet intra-africain. Le projet intra-africain, vous voyez, on parle de l'Internet en Afrique, ceci et cela. Quand vous regardez le continent africain, les câbles sous-marins qui passent autour, SAT3, WAX, ACE, et puis le nouveau câble maintenant qui est Tout Africa, il n'y a pas plus que 10% de la capacité des câbles sous-marins qui est utilisée en Afrique. Donc, pourquoi tout cela? Sans intra-Africa connectivity, sans la connectivité intra-africaine. C'est-à-dire, chaque pays membre de Smart Africa doit être connecté au moins à 2 de ses voisins. Ça constitue l'autoroute d'Information Superhighway, comme nous appelons. Il n'y a qu'en cela, par exemple, la connectivité ou alors l'avantage que les pays qui font face à la mer, les avantages qu'ils ont, les pays aussi qui sont enclavés complètement pour envoi. Et puis, ça mettra la pression au niveau des capacités, du prix des capacités de sous-marins pour baisser les prix parce que maintenant, ces fournisseurs peuvent avoir accès à des pays qui sont à l'intérieur comme le Tchad, le Niger, le Rwanda, ainsi de suite. Oui, je vais aller rapidement. Troisième projet, c'est le Broadband Strategy 2025, c'est-à-dire la stratégie, ça c'est un projet phare du Sénégal ensemble avec Smart Africa, c'est-à-dire comment nous pouvons passer de 36% à 51%, c'est-à-dire 50% d'augmentation de notre état actuel. Et ça, c'est le projet phare du Sénégal que nous avançons, c'est-à-dire c'est de regarder le cadre réglementaire au niveau de chaque pays membre de Smart Africa, et adapter ces cadres réglementaires pour propulser la pénétration de la grande bande passante dans les pays. Et quatrième projet, ça c'est le projet SADA, Smart Africa Digital Academy. Nous avons lancé comme exactement notre co-panéliste parlait de la capacité de renforcement des capacités. On a lancé dans le mois d'octobre passé Smart Africa Digital Academy. Aujourd'hui, ça c'est la formation. Nous avons formé aujourd'hui plus de 300 personnalités des decision makers de 21 différents pays au niveau de l'Afrique pour savoir connaître exactement les technologies émergentes sur l'artificial intelligence artificielle, blockchain, identité numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Madame la ministre Lawson disait tout de suite, qui est très important. Entre parenthèses, il n'y a pas de e-gouv sans une identité numérique unique pour la population. Il n'y a pas de e-gouv parce que ça se repose sur l'identification des citoyens qui constituent des clients ou alors le KYC, les citizens, ceux qui vont recevoir, c'est les récipiendaires des services. Alors, si les gens ne sont pas identifiés, comment est-ce qu'on va aller? Cinquième projet, c'est le projet GIGA, que nous supportons beaucoup en Afrique. Le projet GIGA, c'est un projet qui est créé en la collaboration de l'UIT et l'UNICEF pour connecter toutes les écoles, identifier les écoles en Afrique pendant cette période et connecter les écoles à cause des pandémies. Bon, je vais juste m'arrêter là parce que je sais que le temps est très court, mais on a d'autres débats. Merci. Non, mais c'est passionnant et vous allez dans le même sens, c'est-à-dire que là, on vient de se dire, OK, identification, c'est la première chose, les infrastructures aussi. Je voudrais donc laisser Madame la Ministre rebondir sur les infrastructures, mais avant, poser une question justement à Ouda Chakiri, parce que justement, au Maroc, qui est en fait considéré comme l'un des pays du continent les mieux équipés en termes d'infrastructures, pour autant, l'Agence marocaine de développement du digital a révélé l'année dernière que les Marocains passent en moyenne 50 heures par an à interagir avec les différentes administrations publiques et que cette moyenne augmente jusqu'à 200 heures pour les entreprises. Comment est-ce que c'est possible, justement, alors que les infrastructures numériques donc au Maroc sont parmi les meilleures? C'est quoi l'autre frein, le grand frein peut-être, un autre frein? Il y a la fracture numérique, c'est-à-dire les gens qui passant c'est-à-dire que l'ensemble de la population n'ont pas les mêmes accès aux technologies, aux devices, c'est-à-dire les outils qui leur permettront d'accéder ou de parler ou de communiquer avec l'administration ne sont pas égaux
en comparant par exemple les grandes villes par rapport au monde rural, il y a la digital illiteracy, comment on appelle ça, la fracture numérique entre les différentes couches de la population. Il y a l'affordabilité dont tu as parlé tout à l'heure, Sidnen, c'est-à-dire la possibilité aux différentes couches de la population de pouvoir avoir accès à des moyens technologiques accessibles côté coût, que ce soit le coût de la connexion ou le coût de l'appareil à travers lequel ils doivent être connectés. Ça, d'une part. Par exemple, pour revenir à mon expérience par rapport à l'état civil, dans les différents projets qu'on a élaborés, nous avons proposé, et ça a trouvé un écho très, très positif dans dans toutes les collectivités locales que nous avions approchées, c'est l'offre de ce qu'on appelle un digital kiosque ou un kiosque digital avec une interface qui communique avec les citoyens en utilisant le dialecte marocain, le tamazigh ou le dialecte berbère, dépendamment de la localisation géographique du bureau d'état civil ou de la collectivité locale. Et ça permet de réduire cette fracture numérique. C'est-à-dire que du moment où on offre aux citoyens un moyen ou un canal de communication digitale, mais qu'il peut utiliser avec aisance et sans coût supplémentaire, l'accès et la connexion, la communication entre le citoyen et l'administration, il est facilité. Et donc, ça vraiment, basé sur les statistiques qu'on a fait suivant les 10 dernières années du déploiement des kiosques, la plupart des citoyens où le kiosque est disponible se dirigent et communiquent avec l'administration à travers le kiosque et pas à travers l'officier ou l'employé. Donc, il faut juste fournir les moyens nécessaires aux différentes couches de la population pour pouvoir accéder et demander le service. Très bien, merci pour cette explication. Donc, je le disais, je me tourne vers Madame la Ministre. Donc, l'infrastructure numérique, le Togo a fait beaucoup, comme je le disais, depuis 2017. Aujourd'hui, où en êtes-vous et quels sont finalement les prochains grands projets donc, en matière d'infrastructure numérique au Togo? Écoutez, en matière d'infrastructure numérique, il y a les infrastructures fixes et les infrastructures mobiles, comme vous le savez. En matière d'infrastructures fixes, à la fin de l'année dernière, nous avons pris la décision par décret que dès lors qu'il y aurait pour toutes travaux de construction d'infrastructures routières, électriques, de canalisation, on devrait obligatoirement mettre de la fibre optique. Et je pense que ce que nous souhaitons faire, et nous sommes en réflexion aussi par rapport à apporter de la fibre sur le réseau électrique, ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment voir la digitalisation du Togo par le biais du très haut débit. Alors, nous avons des acteurs majeurs, l'opérateur historique, parce qu'en fait, il y a la participation du secteur privé qui est très important, comme vous le savez. Il y a l'opérateur historique qui fait du FTTH. Nous avons aussi des fournisseurs d'accès Internet. Il faut savoir que par exemple, le Togo a une offre de services. Lorsqu'on parle de affordability, à 15 000 francs CFA, on peut avoir 10 mégas. Je pense que c'est important. Et ça, c'est au niveau de la fibre à la maison, du FTTH. Au niveau de l'administration, nous avons déployé dans la capitale, nous avons connecté toutes les administrations, tous les bâtiments administratifs sont maintenant connectés à de la fibre optique. Nous comptons étendre cette connexion à l'intérieur du pays. En matière d'Internet mobile, nous travaillons avec les opérateurs pour avoir des réseaux qui soient maintenant 4G, 3, 4, et on aimerait vraiment les voir déployer massivement la 4G à l'intérieur du pays. Il faut savoir que le Togo est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir lancé la 5G. Mais vous savez, il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, il y a aussi d'avoir des terminaux, c'est-à-dire des téléphones, des ordinateurs
etc., des terminaux qui soient à des prix abordables. Et là aussi, il y a un travail et une réflexion qui sont faites. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'en fait, dans beaucoup de situations, en fait, lorsqu'on veut avoir une adoption massive, il faut aussi trouver une solution pour baisser le prix des terminaux. Ça peut passer par des mesures fiscales, des mesures douanières. Et nous sommes en train de mener justement une réflexion par rapport à l'ensemble de ces problématiques pour voir comment vraiment mettre à la portée de tous des terminaux à prix abordables et des populations et pour les populations les plus vulnérables, nous sommes en train de mener des réflexions avec la Banque mondiale pour voir s'il n'y aurait pas un moyen justement d'étendre des terminaux de type smartphone aux populations, à certaines catégories les plus vulnérables, parce qu'on comprend bien qu'un téléphone, par exemple, un smartphone, aurait plusieurs utilisations, notamment en matière, lorsqu'on parle d'inclusion financière, de paiement mobile, lorsqu'on parle de bancarisation, eh bien, il faut avoir des terminaux. Lorsqu'on parle de digital literacy, il faut aussi avoir des terminaux. Je pense que voilà un peu le type d'initiative que le Togo est en train de prendre, mais pas seulement le Togo, parce que souvent, lorsqu'on échange entre ministres africains, on se rend bien compte que nous faisons face à la même problématique et qu'il y a vraiment un effort de mutualisation des expériences par le biais de Smart Africa, notamment, pour justement apprendre des best practices de chacun des pays membres. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, la fracture, quand on parle de fracture numérique, c'est à la fois lié aux infrastructures qui seraient inexistantes, mais également, éventuellement, à l'éducation et évidemment à des raisons purement économiques. Donc, on voit bien que ça va au-delà, bien sûr, juste d'une politique. C'est vraiment une politique très, très complète qu'il faut mettre en place pour pouvoir donner cet accès, finalement, et proposer des services qui soient utiles, et notamment les services financiers dont vous parliez tout à l'heure. Je voudrais un dernier mot sur les infrastructures quand même, parce que bon, on ne va pas pouvoir malheureusement traiter tous les sujets. Je pense que ça serait intéressant peut-être de faire un dernier point sur la partie quand même réglementaire, parce que ça me paraît vraiment important. Mais je me tourne quand même vers Adnan Ben Alima. Donc justement, Madame la ministre vient de parler finalement de la question des téléphones mobiles, des ordinateurs, des outils, parce qu'il y a effectivement la connexion et après il y a les outils. Qu'est-ce que justement Huawei propose en ce sens-là, et comment est-ce que, justement, sur ces trois aspects de la fracture numérique, infrastructure, on en a parlé, éducation et mise à disposition finalement des outils, comment est-ce que vous travaillez, et le fait que vous soyez présent sur tout le continent, comment est-ce que, justement, vous pouvez apporter une connaissance et mutualiser votre connaissance des différents pays? Alors, si je comprends bien votre question, Madame Chen, c'est que quelle est la contribution de Huawei selon trois angles de vue? L'infrastructure en termes de connaissances et en termes d'expertise. Est-ce que, si je comprends bien? Donc, la partie infrastructure, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, voilà. Notre responsabilité, c'est de pouvoir fournir des solutions adaptées à différents scénarios, parce que le scénario n'est pas le même d'un pays à un autre. D'accord? La réalité, elle change d'un pays à un autre. Donc, il y a des pays où les technologies mobiles sont bien avancées, et dans certains cas, les technologies mobiles ont été utilisées comme substitut aux technologies fixes, ce qui marchait bien, surtout dans les pays d'Afrique du Nord. Maintenant, on voit une certaine limitation parce que le spectre reste toujours limité en termes de bande passante avec l'augmentation énorme de l'utilisation des data. C'est pour ça qu'on préconise toujours d'avoir des infrastructures à long terme. Surtout, on parle d'infrastructures fixes basées sur fibre optique ou de nouvelles technologies d'ADSL, de MSAN, de VDSL, etc. Mais le plus important, enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais nous, on doit fournir des solutions adaptées à différents scénarios. Les scénarios aussi, on parle de smart grid ou de sites télécoms intelligents, parce que dans certains cas aussi, les prérequis en termes d'électrification ou d'énergie ne sont pas là, mais il faut quand même fournir le service telco. Donc, du coup, on a fait beaucoup d'efforts aussi pour pouvoir fournir ce genre de solutions qui sont adaptées à ces scénarios-là. Il y a aussi des scénarios de synergie qu'on a proposés. Je pense que Madame la Ministre en a mentionné quelques-uns tout à l'heure. Donc, les synergies entre le réseau d'électrification et les fibres optiques. Donc, nous aussi, on a proposé des solutions pour pouvoir faire des synergies entre les départements, que ce soit avec les câbles électriques, que ce soit
des synergies entre différentes infrastructures qui sont déployées. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, en termes de devices, parce que Huawei aussi fournit les devices, on essaie vraiment de fournir des devices abordables avec de très haute qualité. Je peux dire que sur ce segment-là, on a fait vraiment un pas assez important les dernières années. La qualité des devices, elle a vraiment bien avancé et le coût des devices reste abordable. Bien sûr, on n'est pas le seul, c'est tout un écosystème. Il y a des fournisseurs de devices qui sont beaucoup moins chers et c'est ce qui nous réjouit aussi parce que on pense que ensemble, on peut compléter toute une chaîne complète pour pouvoir fournir un service global. Ensuite, notre expertise sur le continent nous permet aussi d'accompagner les cas d'usage, parce que le plus important, c'est comment aller sur le terrain, comment mettre à disposition la technologie de façon rapide. Donc, le time to market, il est très important. Donc, la rapidité de déploiement, ça, c'est très important. Ensuite, c'est comment rendre cette technologie accessible à tous. Comme j'ai parlé tout à l'heure de services universels, donc on accompagne aussi les gouvernements qui, à travers certaines initiatives relatives à la taxation ou relatives à l'appui du service universel, de pouvoir fournir ce service. Donc, nous, on accompagne aussi avec notre expertise et nos solutions aussi dans ce sens-là. Je finirai par, encore une fois, j'insiste à ce que l'aspect connectivité, infrastructure et service universel, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'égalité des chances. Et on a beau avoir de très belles solutions techniques, mais sans vision politique claire pour implémenter ça, on ne pourra pas avancer. Donc, du coup, je reviens toujours à la même histoire. Il faut vraiment mettre la technologie au top des priorités au sein des gouvernements pour que les choses aillent plus rapidement. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, le sujet est extrêmement vaste. Nous n'avons malheureusement pas l'occasion de tout couvrir aujourd'hui, mais nous avons bien déjà posé les sujets majeurs. Je voudrais juste, pour conclure, faire un point avec Lassina Conné sur la question de la protection des données. Je sais que également le gouvernement togolais, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter Madame la Ministre, mais le gouvernement togolais a également adopté en décembre dernier une loi qui définit le fonctionnement de l'instance des protections des données à caractère personnel, tandis que Smart Africa donc tente de définir un cadre harmonisé entre les différentes lois et sur la protection des données à l'échelle du continent. Donc ma question, c'est à l'échelle de Smart Africa, il y a bien sûr la question de la protection des données, mais aussi du cadre réglementaire global, de façon à ce que tout ça soit faisable. Qu'est-ce que vous faites à l'échelle de Smart Africa pour que finalement, il y ait une vision à la fois à l'échelle du continent et que les best practices entre les pays, d'un point de vue législatif, puissent être le plus partagées possible en matière de réglementation globale, mais également en matière donc de protection des données? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la question sur la protection des données est très importante et ça demande beaucoup d'efforts au niveau de l'harmonisation des lois en Afrique. Dites-vous que plus de 50 pays en Afrique, nombre de pays en Afrique qui ont une agence de protection des données, ça ne dépasse pas 29 sur les plus de 50 pays. Et quand je dis bien 29 pays en Afrique qui enforcent vraiment, qui pratiquent, qui ont des lois, qui font des conformités, audits de conformité, comment on appelle ça, des données personnelles, comme exactement CNDP, c'est pas au Maroc ici. J'ai été très impressionné d'ailleurs, j'ai rencontré CNDP avant-hier. Ils font vraiment étape dessus, ils font vraiment leur boulot correctement. Et combien d'agences en Afrique aujourd'hui font cela, au-delà de certains pays que nous pouvons compter. Donc, c'est important que, c'est la raison pour laquelle Smart Africa, nous avons commencé par la Convention de Malabo de cybersécurité qui a été élaborée par l'Union africaine, qui aujourd'hui, avec la Convention de Malabo, nous n'avons pas plus de 16 pays qui signataires et 5 ou 6 pays qui ont ratifié. Alors, donc, ça pose un problème. Raison pour laquelle Smart Africa s'est mis juste au centre de cela pour voir les bonnes pratiques au niveau du continent, voir comment ça se fait en termes de l'agence, établissement des agences, les lois, les décrets et tout, et comment est-ce que ça fonctionne, et comment nous pouvons partager ça
Tout ça sous l'umbrella de la Convention de Malabo, s'il faut ajuster, s'il faut amender. De toute façon, nous travaillons en collaboration étroite avec l'Union africaine, Dr Mani, qui est complètement d'accord pour cela, pour que vraiment cette loi soit promulguée au niveau de toute l'Afrique, qui est important. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique, aujourd'hui, nous représentons une autoroute d'information et dont chacun se sert sans loi qui nous gouverne en matière de données. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, le nouveau pétrole, aujourd'hui, comme on le dit, c'est les données. Parce que si ce n'était pas les données, on ne peut pas trouver que la capitalisation en bourse de New York, des GAFAM seulement, leur capitalisation des 5 compagnies ensemble est supérieure à la capitalisation de 50 télécoms les plus grands au monde. Donc, ça veut dire que l'importance des données, c'est très important. Les données, protection des données personnelles. C'est la raison pour laquelle nous avons un groupe de travail sur la protection des données et nous travaillons en collaboration étroite avec l'Union africaine et les pays membres de Smart Africa pour pouvoir élaborer un projet comme le RGPD européen qui est africain, qui protège nos données, qui va au-delà de tout ça. Parce que si vous voyez le continent africain, où sont les data centers au niveau des GAFAM? Les GAFAM, les Facebook et tout ça, le continent est toujours un continent noir. Parce que pourquoi il n'y a pas vraiment de données, il n'y a pas de data center qui peut attirer à la création des emplois. Donc, pour avoir tout cela, c'est l'énergie, c'est l'infrastructure et c'est la protection des données. Et non seulement cette protection des données, ça doit être une protection des données harmonisée à travers tout le continent. Très bien, harmonisation, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités de leur présence. Nous vous donnons rendez-vous donc le 20 mai prochain pour notre prochain Connect Live 54 qui aura lieu donc en marge du sommet des chefs d'État organisé par le président Macron. Et nous poserons la question, quelle place pour l'Afrique dans la gouvernance numérique mondiale? Je vous remercie, à très bientôt.